galaxypop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce numéro hors série de l'apéro ciné. Je suis Antoine et je suis ravi de vous retrouver pour un format un peu spécial. En effet, actuellement je vous parle depuis le passé. On est ici dans mon temps, on est le mercredi 2 février. Il va y avoir du temps qui va se passer d'ici la fin de ce podcast. Et pour rendre hommage à César, j'emprunte le format de mon ami Winnie de Galaxy Pop, j'emprunte son format de gazette. Parce qu'aujourd'hui, mercredi 2 février, c'est... alors l'ouverture officielle était hier, le mardi 1er février. On est le 2, et aujourd'hui c'était la première journée vraiment véritable, complète, de la 33e édition du Festival Travelling. Alors qu'est-ce que le Festival Travelling ? C'est un peu obscur si tu ne vis pas dans la région bretonne. C'est tout simplement le plus grand festival de cinéma de Bretagne. C'est un festival qui est organisé par l'association Clair Obscur, qui est une association rennaise. On en est donc à la 33e édition. C'est un festival qui a lieu principalement sur Rennes, mais à peu près partout en Ille-et-Vilaine, dans le département. Et en 33 éditions, on voyage beaucoup avec le festival Travelling. Et on va voyager cette année, vous l'aurez sûrement compris en lisant le titre de cette émission, je ne sais pas encore comment elle s'intitule, mais vous aurez moyen de le comprendre avec le nom, ou bien... le principe de Travelling, c'est que chaque année, ils nous font voyager dans une ville différente. On a voyagé en 32 éditions par le passé autour de très nombreuses villes. Et cette année, on s'arrête un peu à l'est, on s'arrête à Prague, qui est une ville que j'apprécie beaucoup, il faut le dire, et qui nous permet du coup de faire une ouverture sur le cinéma tchécoslovaque. Et c'est vrai qu'on manque un peu de visibilité malheureusement en France sur le cinéma tchèque. On manque de visibilité sur beaucoup de cinéma, et le cinéma tchèque en fait partie. Alors je prends cette antenne libre, oui, parce que je n'écris pas, là je suis en impro complète pour vous, les auditeurs de Galaxy Pop et de l'apéro ciné. Je suis en antenne libre pour vous parler un peu du festival, de ce que je vais avoir la chance de voir ou de revoir, parce qu'il y a certains films que je connais déjà, pour faire une lucarne sur le cinéma tchèque. Alors on va principalement parler d'un mouvement, qui est le mouvement de la nouvelle vague tchèque, donc on va surtout parler de cinéma des années 60. Voilà, pour la nouvelle vague tchèque, vous connaissez sûrement la nouvelle vague française avec Godard, Truffaut, plein d'autres grands cinéastes. La nouvelle vague tchèque, ou plutôt nouvelle vague tchécoslovaque, pour être plus précis, a permis l'émergence de nombreux cinéastes. Milos Forman en premier, que vous devez sûrement connaître pour sa période américaine, Vol au-dessus d'Annie Coucou, Amadeus, Man on the Moon. Mais Milos Forman est tchécoslovaque initialement. Il est tchécoslovaque de naissance. Il nous a offert des belles pépites, également citées Vera Chytilova, Jiří Menzel ou Jan Nemec. On va avoir le temps d'en parler de films des quatre, je pense. L'idée derrière ça, c'est qu'évidemment on va se balader de film en film, et le soir, parce que là il est, à l'heure où j'enregistre, il est à peu près 22h30, je viens de sortir de 2 séances et je vais vous en parler. Juste peut-être avant, parce que je pars dans tous les sens, et je m'en excuse, juste pour vous préciser que contrairement à la nouvelle vague française, qui entre guillemets a pu perdurer, Tchécoslovaquie, si vous êtes un peu au fait avec votre histoire géo, vous savez que les années 60, dans ce coin-là de l'Europe, c'était un peu compliqué d'un point de vue politique. Il faut savoir qu'on est sur un cinéma qui va être... mais on va avoir le temps de revenir jour après jour, où on va un peu parler de ce mouvement, de choses qui le composent. Et durant les années 60, il y aura beaucoup de censure, et surtout, c'est un cinéma qui va exploser à la face du monde pendant ce qu'on appelle le printemps de Prague. Donc, le printemps de Prague, je suis pas historien, donc je vais vous le faire en bref, en très bref. C'est au premier semestre de 1968. C'est pendant un peu plus de 6 mois, la République tchèque va s'ouvrir un peu
va s'ouvrir un peu au monde, au socialisme à visage humain, c'est un terme que j'avais entendu en histoire, je me permets de le reciter, où il va y avoir beaucoup plus de liberté d'esprit. Ça va permettre à beaucoup de cinéastes d'exploser aux yeux du monde, les cinéastes qu'on a cités et plein d'autres. Avant, malheureusement, et ça c'est la grande différence quand même avec la nouvelle vague française, avant que ça soit réprimé par la violence, par l'invasion par les pays du pacte de Varsovie, en août 68, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc c'est une période qui est très courte, qui va être très marquée par ce qui va se passer politiquement dans le pays à l'époque. Avant, après, on donnera la date de tous les films avant, parce que c'est important vraiment, avant 68, après 68. Il y a beaucoup de cinéastes qui vont s'exiler, notamment Milos Forman, on en a parlé tout à l'heure, et c'est ce qui va donner lieu à sa période américaine. Et donc, avant de commencer à parler des films, parce que ça doit faire déjà 5-6 minutes que je vous saoule avec mon blabla, je veux évidemment remercier l'association Clair Obscur de nous proposer pendant ce festival cette rétrospective sur des films tchèques. Il y a un gros travail, on est vraiment, entre guillemets, le premier jour, j'ai pas pu être hier à la cérémonie d'ouverture qui projetait Les Amours d'une blonde de Milos Forman, mais on voit bien le travail immense qui a été fait. Malheureusement, je pourrais pas tout voir, je pourrais pas vous parler de tout, mais le programme est en train de s'affiner et on va avoir moyen de parler d'une dizaine de films, je pense, et de vous donner, j'espère, envie de les voir. Et donc, j'ai ouvert mon festival en début d'après-midi, en fin d'après-midi, pardon, même, avec un film immense. Alors, je l'avais déjà vu avant, donc j'y allais confiant pour tout vous dire. J'y allais surtout parce que j'avais très envie de le voir sur grand écran. C'est un film qui a été édité par Malavida. Il faut aussi citer à juste titre les éditeurs vidéo qui font beaucoup de travail, qui ont proposé cette copie, parce qu'il est ressorti en DVD en France chez nous qu'en 2013 ce film. Ce film, c'est Les Petites Marguerites de Vera Chytilova. Je serais gré pour vos oreilles de ne pas vous le prononcer en version originale. Alors, comment parler des Petites Marguerites ? C'est compliqué, déjà c'est considéré comme un des grands chefs-d'œuvre de la nouvelle vague tchécoslovaque. C'est de très loin le film le plus populaire, le plus connu de sa réalisatrice. Ça doit être son 2e ou 3e film, il me semble, à vérifier. Et c'est un film... Alors, c'est compliqué de vous le résumer. Déjà parce qu'il faut le voir pour le croire, Les Petites Marguerites. Parce que c'est un ovni, c'est vraiment un ovni, même un objet filmique non identifié, tellement Les Petites Marguerites est unique en son genre. Il brise tous les concepts de continuum qu'on a. Continuum de narration, continuum de temps, continuum presque de personnages. Plus d'un titre. Parce que Les Petites Marguerites, c'est un film de rupture. Alors, on va sûrement avoir l'occasion peut-être d'explorer le cinéma de Chytilova ensemble cette semaine. Je suis pas un grand spécialiste du cinéma de Chytilova, mais on m'a toujours dit que c'était une cinéaste de la rupture. Elle va faire Les Petites Marguerites en 66. Le régime communiste va le censurer, bien évidemment. Bien évidemment, si vous avez vu le film, vous mettez en pause ce podcast pour aller voir le film, vous comprendrez pourquoi je le dis, bien évidemment. Et il ressortira, du coup, enfin, sortira même à la face des Tchécoslovaques au cours du printemps de Prague. Pour en parler vite fait, c'est l'histoire de 2 jeunes filles qui en réponse au mal un peu ambiant, vont décider, entre guillemets, de se dévergonder, d'exploser à la face du monde. Il y a un terme dans la traduction qui m'échappe malheureusement, qui était assez juste, faudrait que je le retrouve, mais en quelque sorte, elle décide de devenir mauvaise, et Les Petites Marguerites, c'est cette exploration finalement du mal dans le monde, avec un... On touche au génie, ouais. C'est pas un terme que j'aime forcément employer, mais on touche au génie visuel, au génie du montage. On va expérimenter des choses parfois déroutantes, parfois on a l'impression de passer à côté,
Parfois on est complètement happé. Je pense par exemple à une folle scène une minute 30, c'est un travelling arrière sur des rails de train. Je pense que Kubrick s'en est inspiré pour 2001 l'Odyssée de l'espace, soit dit en passant. C'est une réflexion que je me suis faite devant le film. Je vais vous le confesser, un truc formidable. J'étais scotché au fond de mon siège. Alors c'est compliqué. J'ouvre du coup ce festival travelling pas forcément avec un film qui est facile d'accès. C'est un terme qu'on parle là-dessus. Je sais pas si vous nous écoutez, si vous êtes des grands fans de cinéma. C'est pas forcément le premier film qu'il faudrait aller voir parce que, encore une fois, il est très déroutant. Mais c'est un film courageux, je trouve, à plus d'un titre, par les messages qu'il porte. Voilà, ça a parlé du mal de la société, ça a parlé de l'adolescence, de cette jeunesse qui veut s'ouvrir. Ça va parler de morale, beaucoup. Pas morale dans le sens où à l'école on vous fait la morale, vraiment d'actes moraux, d'actes immoraux. Moi dans la salle, il y a des scènes où on entendait des rires, des scènes où on entendait des cris, parce qu'il y a des choses qui sont perturbantes. Mais ne serait-ce que pour le travail visuel ou le travail de montage, rien que pour ça, mais pour bien d'autres aspects, vous l'aurez sûrement compris, moi je considère ce film comme un immense chef-d'œuvre. Vraiment, bas mot, un immense chef-d'œuvre. Et que je vous conseille de le voir. Vraiment, si vous avez pas l'occasion, alors en salle c'est très compliqué, il y a très peu de copies qui circulent en France. Mais vous trouvez une édition physique chez Malavida et je vous le recommande ardemment. Alors le deuxième film dont je voulais vous parler, j'ai enchaîné un peu, l'interséance a été courte, c'est Les Amours d'une blonde de Milos Forman. Alors c'est le deuxième long métrage de Milos Forman. Lui date de 1965. C'est un film qui est éminemment reconnu. Il semble qu'Empire l'avait classé dans ses 100 plus grands films de l'histoire. C'est évidemment également une scène... pas une scène, un film important de la nouvelle vague tchécoslovaque. Pardon, je perds un peu mes mots. Là, qui est peut-être plus abordable, je pense. Alors pour moi, c'était la première fois que je le voyais. J'y suis allé vraiment, pour tout vous dire, sans rien connaître. Ça va être un voyage qu'on va faire. C'est que globalement, les seuls films que je connaîtrais avant, ici, ce sont des films que j'aurais déjà vus par le passé. Ce qui n'est pas forcément le cas. Il y en aura quelques-uns encore, dont on va parler. Mais parfois, on se plonge dedans. Et c'est un film vraiment sur... Tout est dans le titre finalement, sur les amours d'une blonde, avec une jeune fille qui va tomber amoureuse, avec le bonheur de l'amour, la désillusion de l'amour. On va explorer vraiment tous ces versants de ce sentiment aussi noble. Et on y trouve déjà un peu, pas forcément de naïveté, mais de simplicité que je trouve qui caractérise énormément le cinéma de Milos Forman. Milos Forman, c'est un cinéaste qui aime beaucoup ses personnages et qui les filme avec une authentique sincérité. Et Les Amours d'une blonde ne dérogent clairement pas à la règle. C'est un film assez court mais assez dense. On voit pas le temps passer. Encore une fois, là on parle... Les Amours d'une blonde, ça dure 1h25, Les Petites Marguerites, ça dure 1h15. C'est des tout petits films, entre guillemets. C'est presque limite des moyens métrages. Mais pourtant, il y a une densité dedans avec une simplicité. Ça permet d'évoquer quelque chose d'important dans la nouvelle vague tchécoslovaque, qui peut prendre un parti un peu lorsqu'on pense aux clichés de la nouvelle vague française. D'autant plus que pour Les Amours d'une blonde, Milos Forman a lorgné du côté de Jean-Luc Godard. C'est la nouvelle vague tchèque, en dehors d'être un mélange de genres, un mélange des styles, elle se caractérise surtout par une vraie volonté d'hyper-réalisme. Et ça, c'est peut-être le premier truc, première chose qu'on peut explorer dans ce premier jour de festival consacré au cinéma tchèque. C'est l'hyper-réalisme. C'est-à-dire qu'on va pas vous filmer ça
d'une vision un peu émerveillée. Parce que finalement, c'est peut-être ça, le côté nouvelle vague aussi. C'est une nouvelle vision du cinéma qui n'est pas forcément uniquement comme un spectacle fait pour émerveiller les yeux. Les Amours d'une blonde, c'est un film qui est très épuré. J'avais une présentation du film avant et j'ai trouvé ce détail assez marquant. Il disait, vous verrez, mais sur les murs, il y a parfois un cadre qui traîne et c'est tout. Et ça, c'est vraiment ce qui marque dans Les Amours d'une blonde et ce qui est important dans la nouvelle vague tchécoslovaque, c'est ce côté d'hyper-réalisme. On observe la vie réelle en fait. Milos Forman, il a ce côté, alors on va pas rentrer dans une analyse, c'est pas le propos ici, mais il y a beaucoup de caméras à l'épaule, entre guillemets, ce qu'on appelle là-dessus. On filme à hauteur d'homme, il n'y a pas de plongée, pas de contre-plongée, ça c'est pour les termes un peu techniques. On vient vraiment chercher le personnage, l'acteur. Et ce qui est d'autant plus marquant dans Les Amours d'une blonde, c'est que une partie en tout cas des acteurs ne sont pas professionnels. Ce sont des gens, c'est leur première expérience de cinéma, peut-être même leur seule. Donc il y a cette sincérité qui est captée par la caméra de Milos Forman, qui fait que Les Amours d'une blonde aussi, on va être sur un deuxième grand conseil. Je vous recommande ardemment de voir Les Amours d'une blonde. C'est un film absolument formidable, sincère. Encore une fois, j'insiste sur ce mot, mais c'est la première résultante que j'ai eue. Et voilà, c'est 1h25 de pur bonheur cinématographique. C'est un film qui est beaucoup plus facile d'accès. Je pense que on aurait presque le... Alors il y a un passage un peu compliqué, un truc qui empêche de le montrer à des enfants, ou en tout cas même à des jeunes ados. Mais si tu m'écoutes, toi, auditeur de ce podcast, et que tu n'es pas forcément adepte du cinéma, ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, bêtise, cinéma d'auteur, le cinéma de nouvelle vague, tu te dis un peu, là ça fait un gros quart d'heure que l'on me parle de cinéma tchécoslovaque des années 60, je suis perdu, je me dis, mon Dieu, est-ce que c'est fait pour moi? Et ben je te dis, va voir Les Amours d'une blonde, parce que je pense que tu vas adorer. Vraiment. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai pas encore fait le programme de demain. Et puis voilà. Donc pour moi, il va se passer 24 heures. Pour vous, il va se passer quelques secondes. Et on va enchaîner sur le deuxième jour avec, j'espère, encore du très bon cinéma. Bonsoir à tous les amis. On se retrouve pour ce deuxième jour de festival. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de voir un film, la nouvelle vague tchécoslovaque, évidemment, un grand classique du cinéma tchèque, puisque c'est un film qui a gagné l'Oscar du meilleur film étranger en 68. C'est Train étroitement surveillé de Jiří Menzel. Alors, pour moi, c'était un revisionnage, un film que j'ai déjà vu, un film absolument extraordinaire. Voilà, je mets directement les pieds dans le plat. L'histoire de ce jeune Milos qui travaille dans une petite gare au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un film tragicomique, un film très burlesque. Il y a presque du Buster Keaton par moment, je trouve. L'histoire de ce gamin, on se marre, on pleure devant en train étroitement surveillé. Et j'avais, juste en rentrant du cinéma, j'avais le programme du Festival Travelling sous les yeux, et c'est titré Jiří Menzel, la comédie est une arme, pour parler des films de Jiří Menzel. Donc, et je trouve que c'est assez parlant, le côté la comédie est une arme. Pour Train étroitement surveillé, on est sur un film qui est sorti en 66, comme Les Petites Marguerites dont je vous parlais hier, et vous avez entendu il y a quelques minutes. Là, on est sur une copie qui, si je dis pas de bêtises, a été distribuée par Malavida, encore une fois. Magnifique copie, au demeurant. Et on est vraiment là sur un film. Encore une fois, je parlais hier de l'accessibilité des Amours d'une blonde. J'ai tendance à penser que c'est un peu la même chose pour Train étroitement surveillé. C'est un film qui est, je pense, relativement facile d'accès,
qui est assez simple à voir, qui est assez court. Encore une fois, on est autour de l'heure et demie. Et qui est un film qui est marquant, qui va vous impacter visuellement, sans non plus que ça soit trop complexe. On était vraiment hier sur des recherches vraiment de composition de plans qui étaient très, très picturales. Sur les deux films dont je viens de vous parler, Les Petites Marguerites et Les Amours d'une Blonde, on était vraiment sur des compositions de cadres. Presque, on pourrait prendre en fait faire des instantanés sur ces deux films et les mettre dans des musées tellement c'est beau. Là, ce train étroitement surveillé, qui a une vraie beauté plastique au demeurant, on est encore une fois sur quelque chose de la vie réelle, sur un impact, mais avec un vrai sens du rythme, sens comique. Je parlais au tout début de Buster Keaton, et par exemple, il y a un plan comme ça, on va pas, sans spoiler, on a l'interaction entre un personnage masculin et un personnage féminin, et qui vont interagir physiquement, et qui tout d'un coup va se passer quelque chose qui va empêcher cette proximité physique. C'est un plan qui est assez connu, ça doit être même un des plans les plus connus du film, je pense. Il y a ce rire, et en même temps ça porte un message très fort. Et peut-être ce dont j'avais envie de parler du cinéma tchèque aujourd'hui, c'est peut-être son rapport avec beaucoup de souffrance. Ah oui, parce qu'on est dans les années 60, outre le régime communiste qui est très compliqué, ça fait 15-20 ans que la Seconde Guerre mondiale est finie. La plupart des cinéastes, ils étaient enfants, finalement, quand ce conflit a eu lieu. Et Train étroitement surveillé est absolument génial, sur ce plan qui nous montre presque, en fait, la guerre sur la vision d'un enfant. Alors ça pourrait rappeler, si je vous parle de Seconde Guerre mondiale, vision d'un enfant, peut-être que vous penserez à La vie est belle de Roberto Benigni. On n'est pas du tout sur un côté enjoué comme Benigni, très italien dans son style, dans sa forme. Là, on est sur quelque chose de plus terre à terre, où on rit tout en comprenant que ce qui nous entoure est dramatique. Et cet impact de la Seconde Guerre mondiale est très fort, et ça a tout le temps été traité. Et je vais profiter de l'occasion, puisque aujourd'hui il n'y a eu qu'un film, pour vous en parler d'un deuxième qui traite aussi de la Seconde Guerre mondiale, qui est un film absolument génial. J'ai plus l'éditeur qui l'a sorti, qui a fait de très belle édition. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast, de toute façon. C'est un film qui s'appelle Les Diamants de la Nuit, de Jan Nemec, qui est, moi personnellement, parce que, comme vous l'aurez compris, c'est un podcast qui est une gazette, qui est en complète subjectivité, qui est sûrement mon film tchèque préféré. Malheureusement, il y a un tel programme, c'est génial sur le Festival Travelling. Malheureusement, on va pas avoir la chance de pouvoir le voir. Diamant de la Nuit aussi, ça raconte la Seconde Guerre mondiale par la vision d'enfant. Et lui, par contre, qui prend la vision complètement opposée. C'est un film absolument dramatique. C'est un film qui est très dur. On est sur du registre de Requiem pour un massacre. On est sur un registre de violence psychique de la liste de Schindler. Si ce n'est plus fort même. C'est un film qui terrasse aussi. C'est un film qui prend en tripes et qui raconte aussi la vision de la jeunesse. Parce que, comme dans toutes les nouvelles vagues, finalement, la jeunesse prend la parole. Prend la parole pour exprimer beaucoup de choses. Les Diamants de la Nuit, ça raconte de gamins qui errent au milieu du conflit, qui sont perdus. Et c'est peut-être là le point commun entre Train étroitement surveillé et Les Diamants de la Nuit, de grands films tchèques, de films très connus de la nouvelle vague tchèque. On va plonger dans des choses un peu plus inconnues dans les prochains jours, promis. C'est peut-être cette vision en fait qui confronte la jeunesse face au conflit, avec des yeux d'enfant qui sont parfois terrifiés, qui sont parfois naïfs, innocents, mais qui sont jamais innocents. Enfin, le personnage est innocent, mais pas le cinéaste, pas la caméra. On vient chercher toujours cet hyper-réalisme. Beaucoup, j'en parlais, caméra portée. Je ne vais pas vous refaire le speech, de toute façon, je suis pas assez bon pour vous faire le speech, pour faire une analyse technique.
mais très étroitement surveillé, a un peu cette douceur du regard, quand les Diamants de la Nuit ont cette fermeté, et qui en font des grands films par les messages qu'elles portent, et qui sont très intéressants par la manière de les transmettre. Voilà, ça vous fait 2 conseils cinéma de plus. J'espère que ce sera des films qui vous plairont à voir. En tout cas, que après 2 jours de festival, les quelques films dont on a parlé vous ont plu, vous ont tenté. Puis j'espère tout simplement que la suite du festival va se continuer sous ce même rythme, que je vais pouvoir vous transmettre en quelques minutes, en quelques mots, bien évidemment. On ne fera pas d'analyse détaillée sur la suite de ce podcast, mais vous transmettre un peu la passion et l'émerveillement, vous transmettre cet émerveillement que j'ai de voir ces grandes œuvres sur grand écran. Sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouvera du coup demain. J'ai pas encore fait le programme et tout, je fais un peu au jour le jour, vous verrez. Peut-être que j'essaierai d'anticiper un peu. Petite coupure là à venir. Et puis ensuite on va se retrouver demain pour du cinéma tchèque, que j'espère encore de grande qualité. À dans quelques minutes, quelques secondes même pour vous à l'oral. Et moi je dis à demain, à mon moi du futur qui prendra la suite de ce podcast. Et on se retrouve pour une 3e fois. Je suis ravi de vous voir. Alors il y a quelques jours qui se sont passés, j'ai pas eu le temps d'enregistrer pour l'instant. On est dimanche aujourd'hui. Et je voulais vous parler de 3 films du coup que j'ai eu le temps de voir. Le premier, c'est Au feu les pompiers. Donc on a parlé des Amours d'une blonde il y a quelques minutes pour vous, qui était le 3e métrage, si je dis pas de bêtises, de Milos Forman. Il en fera 4 en République tchèque avant de partir aux États-Unis. Le 5e, vous devez sûrement le connaître, c'est Vol au-dessus d'un nid de courroux. Donc Les Amours d'une blonde, qui était le 3e long métrage, j'ai eu la chance de revoir, parce que je l'avais déjà vu avant, son 4e long métrage, qui s'appelle Au feu les pompiers. Au feu les pompiers, si je dis pas de bêtises, je vérifie en direct parce que j'ai mes petites notes. Voilà, c'est un film qui est sorti. Pardon, c'est un film qui est sorti en 1967. Voilà. Que j'ai eu la chance de voir dans une magnifique copie restaurée. C'est vraiment ça va être une conclusion presque de sa phase tchèque. On va être à nouveau sur quelque chose d'un peu tragicomique, un peu satirique, dans le prolongement finalement. Alors j'avais pas vu Les Amours d'une blonde, c'est ce que je vous ai dit l'autre fois. En fait, je me rends compte que c'est dans le prolongement presque des Amours d'une blonde. Vraiment, c'est une satire, quoique le côté politique ici va être un poil plus prononcé, vraiment. Ça va vraiment être politique. Je suis pas sûr, mais je pense que ça a pas dû l'aider à la fin du Printemps de Prague, ce film. Et voilà, c'est un film, encore une fois, qui est absolument réussi, mais en même temps, on n'en attend pas moins de Milos Forman. C'est un film qui est éminemment drôle, bien plus drôle que Les Amours d'une blonde. Vraiment, vous allez vraiment rigoler devant Au feu les pompiers, et qui est facilement abordable, je trouve, sans avoir forcément la lecture politique. Ça reste un film qui est agréable à voir en tant que comédie pure, en tant que comédie satirique pure, mais qui arrive à venir chercher un peu plus loin, à venir chercher quelques trucs en plus, lorsque l'on compare avec tout le côté satirique politique. Alors on y retrouve évidemment tout le cinéma de Milos Forman, entre guillemets, je vais presque vous dire que c'est un copier-coller d'éthique de mise en scène dont je vous parlais tout à l'heure pour Les Amours d'une blonde. Beaucoup de caméras à l'épaule, on est sur un huis clos presque. On avait déjà cette scène de bal dans Les Amours d'une blonde qui était très très marquante, qui est même le passage central du film. Là c'est presque le film entier qui tourne là-dessus. On retrouve d'ailleurs, alors j'ai pas les noms en tête, donc je vais pas vous dire, mais il y a des têtes qu'on a vues dans les 2 films, des parallèles qui peuvent être faits, et voilà, c'est une comédie absolument magnifique, qui rappelle aussi qu'on a vraiment ce côté cinéma engagé, mais pas un engagement frontal en fait. À l'époque,
c'est une impression qui me laisse là sur les quelques films dont on a parlé, c'est que parfois on expose politiquement notre point de vue de manière frontale, mais vu qu'on doit jouer avec la censure, vu qu'on est quand même dans les années 60 dans un régime dictatorial, en République tchèque, le régime soviétique c'est vraiment une dictature, à l'époque, on doit jouer de finesse, là-dessus, et c'est là qu'on voit en fait les grands cinéastes s'exprimer, justement parce qu'ils ont tout ce talent en fait d'amener de la finesse pour passer leur message, tout en faisant des films qui sont absolument fantastiques à regarder. Donc en clair, en résumé, voyez Au feu les pompiers, voyez de toute façon, c'est un pléonasme de dire qu'il faut voir les films de Milos Forman, mais il ne faut pas oublier les films tchécoslovaques. Alors on ne reparlera plus de Milos Forman dans la suite de ce podcast, mais voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ce formidable cinéaste. Ensuite, vous entendez peut-être, je reprends mon petit carnet de notes parce que je ne veux pas écorcher les noms et j'en profite parce que je ne sais plus si je me suis excusé les jours d'avant. Je m'excuse pour ma mauvaise prononciation du tchèque. En effet, je suis sorti il y a quelques dizaines de minutes d'une projection consacrée à Jiří Trnka. Donc Jiří Trnka, c'est quelqu'un que je connais simplement de nom, je tiens à préciser. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails en fait de sa biographie, mais on va remonter un peu le temps. Cette fois-ci, on va plus être forcément uniquement dans les années 60, on va y être quand même un peu. Jiří Trnka, il est considéré là-bas comme un des grands maîtres du cinéma d'animation. Ce qui nous permet de parler un peu de cinéma d'animation, notamment avec Jiří Trnka, on comprend que le fait même de penser que le cinéma d'animation est uniquement pour les enfants, c'est un cliché qu'il faut absolument bannir de nos esprits. Parce que Jiří Trnka est un cinéaste avec une puissance cinématographique dans son art qui intéresse aussi bien petits et grands, de 7 à 77 ans. Jiří Trnka, il est né dans les années 1912, si je ne dis pas de bêtises. Et lui, sa spécialité, du coup, au-delà de l'animation, c'est surtout les marionnettes. Alors, c'est clairement pas mon domaine d'expertise, l'art des marionnettes, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'avère que Jiří Trnka est un maître en la matière, et les marionnettes, c'est un art qui est assez traditionnel, qui est très important là-bas en République tchèque, Tchécoslovaquie même à l'époque, et Jiří Trnka va être un des grands maîtres de cet art, et j'ai eu la chance aujourd'hui de faire un grand écart, puisque j'ai eu la chance de voir son premier film et son dernier film. Alors je vais commencer par le premier. Le premier film, c'est L'année tchèque. C'est un film de 1947. On voyage un peu dans le temps, on remonte. Alors, on m'a dit que c'était pas vraiment un film à sketch. Dans ma présentation que j'ai eu la chance d'avoir par Xavier Kawatopor, qui est le directeur de la Nef Animation. Voilà. Qui disait que c'était pas vraiment un film à sketch, et je suis d'accord, je parlerai plutôt de film à tableau. C'est un film qui est composé de 6 séquences à proprement parler, qui s'imbriquent presque entre elles. C'est pas 6 courts-métrages rassemblés, c'est 6 séquences qui travaillent entre elles sur les coutumes et les légendes populaires. C'est des contes mis en chansons et en images. Là, vous allez dire des contes et des chansons mises en images. Il y a des chances que le côté cinématographique soit presque un prétexte. Pourtant, Trnka, sur ce premier long métrage, il absorbe vraiment en fait les codes cinématographiques et arrive vraiment à faire un film qui est un vrai film en fait, qui fonctionne en tant que film, qui est très intéressant en tant que film, alors qui n'est pas parfait, c'est vrai qu'il y a quelques longueurs au milieu, mais qui est un film qui fonctionne, qui est passionnant par son travail. Sur marionnette, il y a une vraie, c'est du slow motion, hein. Mais il y a un vrai travail là-dessus, il y a une vraie recherche. Visuellement, le film est magnifique. En termes d'effets spéciaux, enfin, ça met à l'amende
certains pourront dire que je grossis le trait, mais presque pas, mais ça met à l'amende certains films qui sortent aujourd'hui, à l'amende, tellement c'est recherché, c'est travaillé, c'est imaginatif, chaque plan, chaque séquence, chaque tableau va vraiment vous impacter, aussi bien visuellement qu'auditivement surtout, et ce qui fait que L'Année tchèque est un très beau film. Alors il me semble qu'il est actuellement édité chez Artus, donc je vous conseille de le voir, voilà, et qui était un très très beau film pour ouvrir la matinée. Et juste avant de voir L'Année tchèque, on a eu la chance de voir un court-métrage qui s'appelle La Main, qui est apparemment, alors j'en ai entendu parler là-dessus, encore une fois je ne suis pas un spécialiste de Jiri Trnka, donc je ne vais pas l'affirmer, mais c'est sûrement son film le plus connu. C'est son dernier film, c'est un film de 1965. Il faut savoir que Jiri Trnka était adoré par le régime soviétique en place, qu'il avait, entre guillemets, quelques passe-droits. Alors, ça reste des passe-droits dans un régime dictatorial. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Et sur ce dernier film, je pense qu'officiellement, il a dû vendre ça au régime comme critique du fascisme, mais en fait, qui est une vraie critique du système soviétique. La Main, c'est l'histoire d'un potier qui vit dans sa petite chambre, qui lui, son travail, c'est de faire des pots pour les fleurs. Et c'est toute la descente aux enfers, presque, sur lequel on va lui mettre la main dessus, littéralement, pour lui imposer de faire autre chose, pour lui imposer un code en dehors de ses souhaits, en fait. C'est un film qui dure 19 minutes. C'est un film qui est... C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie dire, mais c'est un film qui est presque réussi de bout en bout, qui est absolument renversant, vraiment, qui je pense devrait presque être montré dans les écoles en fait. C'est une vraie dénonciation et pas une dénonciation manichéenne, absurde en fait. C'est pas les gentils sont gentils, les méchants sont méchants. Il y a un vrai travail en fait, en 19 minutes qui sont d'une densité incroyable. On a vraiment un de ces films pour lequel le mot chef-d'œuvre a été fait, en fait. Et je vous encourage grandement, j'ai pas encore fait la description, mais normalement, de toute façon, je vous mettrai dans la description de ce podcast sur Galaxy Pop des liens pour voir ou revoir tous les films dont je parle ici. Vous diriger le plus possible vers les éditeurs en question. Mais voilà, la Main est, je pense, un film essentiel. Un film très important à voir par le message qu'il porte. Et voilà, alors, vous aurez bien compris, j'essaie de vous parler quand même de films qui m'ont marqué plutôt positivement, même si dans la suite du festival, je vois des films qui me marquent négativement, je vous en parlerai aussi. Mais voilà, la Main fait partie vraiment de ces films que j'espère vous donner vraiment envie de voir, parce que c'est un film qui est vraiment essentiel par son message, qui est, encore une fois, je vais me paraphraser sur ce que je disais sur L'Année tchèque, mais qui est merveilleux de technique. Voilà, on sent qu'Jiri Trnka n'est pas un grand maître de l'art des marionnettes pour rien en fait. C'est vraiment c'est d'une folie, c'est d'une recherche visuelle extraordinaire sur un film qui est sur un court-métrage qui est muet en fait. Il n'y a pas de dialogue, mais tout transparaît par l'art de la mise en scène, tout transparaît par la recherche, et voilà, c'était une très belle découverte pour moi de Jiri Trnka, et j'espère vous avoir donné envie de voir ça. Alors pour la suite du programme, il va rester, on approche de la fin du festival, il reste 2 jours. J'espère avoir le temps de voir 2 ou 3 films, je vous en dis pas plus là-dessus, mais on se retrouvera sûrement encore une fois. J'essaierai sûrement d'enregistrer en sortant des salles mardi pour vous parler en détail de ces derniers films et pour qu'on puisse conclure ensemble. Voilà, je vous dis donc à tout de suite sur ce podcast. Bonsoir à toutes, on se retrouve pour ce dernier chapitre, si je puis dire, de cette gazette.
on est mardi soir, mardi 8. On est normalement, si vous l'écoutez au moment de la sortie de ce podcast, on est hier soir, je suis en train de finaliser le podcast et tout. Et je sors de quelques séances et je voulais vous parler notamment d'un film que j'ai vu, et puis dresser un peu le bilan de ce festival ensemble. J'ai eu l'occasion, en effet, cet après-midi de voir La Peste Blanche d'Hugo Hass. Alors, peut-être que vous connaissez déjà ce film pour l'histoire qui entoure. Il s'avère que c'est le dernier film sorti en Tchécoslovaquie, avant l'invasion des nazis, donc c'est un film de 1939. Fait par Hugo Hass, qui était un des cinéastes montants à l'époque en Tchécoslovaquie. C'est le dernier film sorti, puisque juste après la sortie, quelques jours après la sortie du film là-bas, les nazis vont envahir. Puis vous allez voir, c'est un film qui va se faire censurer très très vite au vu de son sujet. On a la chance immense qu'une copie ait réussi à sortir du pays à l'époque, ce qui nous permet de pouvoir voir encore aujourd'hui le film. Alors, contrairement à tous les autres films que je vous ai cités précédemment, où je vous ai mis pour tous un moyen de les voir légalement dans la description de ce podcast, je n'ai malheureusement pas trouvé en fait d'éditeur qui proposait une copie de La Peste Blanche. Donc, j'ai eu la chance de voir une copie restaurée à partir du négatif original par, alors si je dis pas de bêtises, c'est le musée du cinéma de Prague. Voilà. Et tout de suite, voilà, je vous ai fait du contexte, ça plaira à certains. Je salue notamment un de mes collègues qui travaille sur l'apéro ciné qui devrait apprécier cette mise en contexte. Je sais que ça lui tient à cœur. On va parler du film, donc du coup, La Peste Blanche, le fait qu'il a été censuré, puisque La Peste Blanche pourrait presque être, entre guillemets, le pendant tchécoslovaque du dictateur de Chaplin. C'est une attaque frontale au fascisme, ça ne s'en cache pas. Vraiment, ça ne s'en cache pas, où un maréchal monte parle de la grande puissance du pays qui veut étendre les frontières, qu'en parallèle, une maladie très contagieuse fait rage dans le pays, et un médecin, le médecin des pauvres, le docteur Galen, va trouver un remède miracle qu'il propose, entre guillemets, d'ouvrir à tout le monde sous certaines conditions. Je vous en parle pas plus si vous avez la chance de voir le film un jour. Un film qui, je dois être honnête, m'a laissé moins un peu sur ma faim. Non pas qu'il soit mauvais, bien au contraire, il est très sympathique, mais il y a peut-être un peu une forme de manque de finesse. C'est vrai que j'ai eu la chance de voir depuis le début de la semaine quasiment que des grands films dans le cadre du programme Urbaciné, consacré à Prague, et que là on est sur un film bon mais sans plus, notamment parce qu'il souffre d'un certain manque de subtilité, on va dire. Tout est un peu amené, alors je pense que c'est comme une intention de la part d'Hugo Hass, tout est amené avec une certaine forme de surenchère. C'est beau, c'est joli dans la forme, mais le propos y est, et c'est évidemment ce qui est le plus important. Il y a des vraies idées de mise en scène derrière, il y a des vraies bonnes idées. On peut regretter malheureusement certains soucis dans la copie, mais comme vous l'avez compris devant le contexte, c'est des choses qu'on peut pas reprocher au visionnage, parce qu'on a déjà et avant tout la chance de pouvoir voir ce film. Et ce message, entre guillemets, contrairement au dictateur, qui est une certaine critique de loin du fascisme, entre guillemets, parce qu'elle est faite depuis les États-Unis, là on est vraiment au cœur du pays, et on sent qu'Hugo Hass apporte vraiment un regard très très personnel sur ce qui se passe. On sent d'une certaine manière une peur, en fait, une certaine peur de ce qui va se passer. Et c'est cette note d'espoir qui arrive à la fin, parce que, enfin, note d'espoir cinématographique, puisque on a critiqué moi-même le côté un peu sur des rails, un peu dans un système du film. Il se passe quelque chose à la fin qui me donne un espoir cinématographique,
dans le sens où on sent que Hugo a vraiment compris cette menace dans ce final, et nous le fait ressentir. Alors voilà, c'est peut-être le moins bon film que j'ai pu critiquer depuis le début de ce podcast, mais ça reste un film à voir, ne serait-ce que pour la place historique qu'il a dans l'histoire avec un grand H. Alors avant de conclure peut-être sur ce petit voyage dans le cinéma tchèque, je tenais quand même à faire mention de 2 films que j'ai vus dans le cadre du festival. Puisque c'est Urbacini, c'est Prague au cinéma, donc ce n'est pas... C'est vrai que j'ai axé ce podcast vraiment autour du cinéma tchèque, mais c'est la ville de Prague qui est mise à l'honneur ici, et qui a notamment été mise à l'honneur par 2 grands films, 2 classiques. Par ordre historique, je vais commencer par le premier, c'est L'étudiant de Prague, qui est un film allemand de Hans-Heinz Ewers, Paul Wegener et Stellan Rie, qui est un film des années 10, d'avant-guerre il me semble, de 1912 ou 1913, qui est souvent un des films cités lorsqu'on pense à Prague au cinéma, qui est un film muet. Je laisserai mon collègue Quentin du site À la rencontre du 7e art vous en parler bien mieux que moi. Je sais qu'il avait fait un papier là-dessus il y a quelques temps qui était très très bon. Voilà, je vous invite à aller le voir. On avait fait notamment l'émission sur le cinéma muet, qui est un film, donc L'étudiant de Prague, qui est un film très ancré dans le cinéma allemand. On sent déjà les préceptes de ce qui va donner lieu à l'expressionnisme, notamment allemand, après la guerre, qui est un film captivant. En plus, vous verrez des beaux plans de Prague. Un film qui malheureusement on a perdu des bouts aussi. C'est aussi intéressant de le voir pour le côté historique et de se dire qu'on a réussi à le faire traverser le temps, ce qui est une super chose. Et un autre qui a vraiment peut-être été ma découverte coup de cœur sur ce festival, ça a été L'aveu de Costa Gavras. C'est un film sur les procès de Prague. C'est les procès au sein du Parti communiste en 1951, 1952, début des années 50. Voilà, qui est brillamment interprété par Yves Montand, qui signe l'un de ses meilleurs rôles, et quand on connaît la densité de la filmographie d'Yves Montand, c'est pas peu dire. Qui est un film absolument fou, alors qu'il va vous détruire de l'intérieur. C'est un film qui est très très dur. Pas à mettre, c'est clairement pas un film à mettre pour des enfants, mais c'est un film qui était nécessaire, qui est une histoire vraie, de bout en bout, et c'est absolument terrifiant. Voilà, ça fait un dernier petit conseil cinématographique. Il me reste donc du coup, en guise de conclusion à ce podcast, on doit pas être loin de l'heure de podcast, il me reste une nouvelle fois à remercier l'association Clair Obscur et tous les bénévoles qui ont travaillé pour le festival Travelling. On a pu voir, voilà, je vous ai pas parlé de tous les visionnages du truc, mais on a pu voir énormément de très beaux films, de très grands films. On en a pris plein les yeux. C'est la première véritable édition que je fais de Travelling, vraiment où j'ai essayé de m'investir, et ce fut un vrai plaisir. J'essaierai d'y retourner agréablement. J'espère avoir donné envie à quelques personnes qui nous écoutent, peut-être qui sont de la région rennaise ou pas loin, leur donner envie de venir profiter de ce festival dès l'année prochaine. Voilà, je voulais également les remercier pour avoir mis le cinéma tchèque à l'honneur. Un cinéma tchèque que j'ai essayé modérément, je pense, de vous transmettre. C'est vrai que c'est une nouvelle formule, je sais pas trop ce que ça donne. N'hésitez pas à venir en parler de ce podcast et du cinéma tchèque en général sur notre Discord, le lien est dans la description. Et puis j'espère tout simplement, j'ai dû vous parler de 6-7 films peut-être. J'espère qu'au travers de ces 6-7 films, peut-être un peu plus, j'ai pas compté, je vous avoue. J'espère qu'avec ces quelques films, je vous ai tout simplement donné envie de vous intéresser au cinéma tchèque. On en a fait une toute petite lucarne sur un cinéma qui est très riche, que je vous invite vraiment à découvrir. Vous avez des merveilleuses portes d'entrée et des portes d'approfondissement. Et puis vive le cinéma, de toute façon. C'était Antoine de l'Apéro Ciné pour cette gazette libre antenne mon micro pour un retour sur le festival Travelling de Rennes Métropole et de l'association Clair Obscur
consacré, notamment avec le programme Urbaciné consacré au cinéma tchèque. Ce fut un vrai plaisir. On se retrouve très vite sur Twitch et sur Galaxy Pop, que je remercie au passage de nous... Voilà, je divague un peu en cette fin de truc, mais je tiens à remercier l'équipe de Galaxy Pop et notamment Winnie pour tout le travail qu'il fait pour promouvoir l'apéro ciné. C'est un vrai bonheur de travailler avec vous, puisque je sais qu'ils nous écoutent, qui m'écoutent sur ce podcast. J'espère vous avoir donné envie de voyager dans le cinéma tchèque. Moi, en tout cas, j'ai pris un véritable plaisir à faire ce petit podcast. Et puis, on se retrouve très vite pour parler de cinéma, vive le cinéma, vive les salles. On vous prépare encore plein de super choses pour les semaines et les mois à venir sur l'apéro ciné, ça va être génial. Bonne journée ou bonne nuit, bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous nous écoutez. C'était Antoine de l'apéro ciné et je vous souhaite une bonne fin de semaine cinématographique.